Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, bienvenue à cette grande première consacrée au métier de la culture. Le service orientation de la région Grand Est tient à vous remercier pour votre mobilisation et votre participation aux ateliers sectoriels. Vous avez été près de 250 à vous inscrire sur ce webinaire dédié au métier de la culture. Cet atelier a été co-construit avec des professionnels et des spécialistes issus du monde du spectacle et nous vous proposerons tout au long de cet atelier qui va durer environ 2 heures de découvrir certains de ces métiers. Alors tout d'abord, un petit rappel, ces ateliers s'inscrivent dans le cadre d'une action de professionnalisation des acteurs de l'emploi, de la formation, de l'orientation et de l'insertion. D'autre part, la région met en œuvre un programme plus large que l'ensemble de ces ateliers de professionnalisation des acteurs autour d'actions d'accompagnement aux pratiques de l'orientation. Également, un partenariat avec l'AGEFIP permet de proposer des actions de sensibilisation à la notion du handicap. L'ensemble de ces actions sont gratuites évidemment et accessibles sur simple inscription en ligne. Elles sont depuis quelque temps proposées en distanciel, mais peuvent se dérouler sur les territoires. Vous trouverez le programme de ces actions sur le site de la région dont vous avez le lien sur cette slide. Dans un premier temps, nous aurons des experts de l'emploi, de la formation qui feront un portrait du secteur, puis nous découvrirons des professionnels au parcours complètement différents. Alors, tout d'abord, je voudrais préciser que vos micros sont coupés, mais vous avez tout à fait la possibilité d'interagir, de déposer des questions ou remarques dans l'onglet questions sur le côté en bas tout au long de l'atelier. Et on compte sur vous également pour liker les interventions et donner votre avis. Une équipe en back-office se chargera de répondre au maximum à vos questions qui n'auront pas été évoquées en direct avec les professionnels ou les experts. On vous propose au cours de cet atelier 2 petits quiz auxquels vous pourrez participer dans l'onglet sondage. C'est un onglet différent de celui de questions. Pour finir, vous aurez en fin de programme un questionnaire de satisfaction qui nous permettra d'évaluer la qualité de cet atelier. Bien entendu, on compte sur vous. Vous aurez accès au replay et au document qui va vous être présenté par le biais du lien avec lequel vous vous êtes inscrit. Je passe maintenant la parole à Alain Carré, chargé de mission à l'OREF Grand Est. Bonjour, quelques données effectivement sur les métiers de la culture en Grand Est. Donc tout d'abord, on va commencer par quelques données sur les actifs du Grand Est qui exercent une profession spécifique de la culture. Donc ce sont 23 000 actifs qui exercent une profession spécifique de la culture dans 5 grandes familles de métiers. Les professionnels des arts visuels et métiers d'art, principalement, les professionnels technico-artistiques, donc là, à la fois pour le spectacle vivant et également pour la partie audiovisuelle, les artistes des spectacles, comme par exemple les comédiens qui représentent 15% de ces 23 100 actifs, et puis également les professeurs d'art et les professions littéraires, comme les auteurs, par exemple. Donc là, le périmètre qui a été défini dans le cadre des travaux du contrat d'objectif a été défini en fait en dehors des métiers du patrimoine. Quelques données que vous pouvez retrouver à droite du slide. Donc une évolution assez positive du nombre d'actifs entre 2013 et 2019, plus 6%, contre une baisse de moins 1% toutes professions confondues. Donc un nombre d'actifs qui est en croissance. Donc là, on peut effectivement remarquer que c'est avant la crise sanitaire, hein, ces données-là. Quelques éléments sur le nombre de femmes, en fait, qui représentent 43% des 23 000 actifs, donc une proportion légèrement moindre que ce que l'on peut observer toutes professions confondues. Vous avez également quelques indicateurs sur
la part des moins de 25 ans qui est de 7% contre 9% toutes professions confondues, et puis également quelques éléments sur les 50 ans ou plus qui représentent 28% des actifs, donc une part légèrement moindre que toutes professions confondues. Élément plus significatif avec davantage de différences, ce sont les conditions d'emploi ou de travail avec davantage de temps partiel au sein des professions spécifiques de la culture. 25% des actifs exercent leur emploi à temps partiel, donc c'est une part qui est nettement supérieure à ce que l'on peut observer de toute profession confondue. Et puis également, une autre différence significative, c'est la part des non-salariés ou indépendants qui s'élève à 36% pour les professions spécifiques de la culture, contre 10% toutes professions confondues. Si l'on regarde maintenant, toujours avec ces mêmes données de l'INSEE, issues du recensement de la population, sur ces 23 100 actifs, vous avez à gauche la répartition de ces actifs qui occupent une profession spécifique de la culture selon le niveau de diplôme. Et ce que l'on peut observer comme différence notable, c'est la part des actifs qui ont un niveau Bac+2 ou plus, qui est nettement plus élevé pour les professions spécifiques de la culture. Cette part s'élève à 57% contre 38% quand on regarde l'ensemble des professions en Grand Est. À droite, vous avez un graphique qui représente la pyramide des âges avec un comparatif entre 2019 et 2013. Ce que l'on peut notamment relever, c'est une part des 55 à 64 ans qui a tendance à augmenter pour les professions spécifiques de la culture. C'est un phénomène que l'on observe également, toutes professions confondues. Donc voilà pour les données sur les actifs en Grand Est qui occupent une profession spécifique de la culture. Si on regarde maintenant quelques données issues de Pôle emploi sur les demandeurs d'emploi. Donc, on relève au 4e trimestre 2021, fin 2021, 5 000 demandeurs d'emploi inscrits en catégorie A. À titre de comparaison, on a environ 12 000 demandeurs d'emploi de catégorie A, B et C. Ce que l'on peut également noter, c'est que les intermittents du spectacle sont majoritairement inscrits sur les catégories B et C, donc ceux qui exercent une activité réduite. Quelques éléments chiffrés, donc avec l'évolution entre 2016 et 2021 sur ces demandeurs d'emploi de catégorie A qui a tendance à augmenter sur cette période-là, plus 4%, alors que toute profession confondue, on est plutôt sur une baisse du nombre d'emplois. Et puis également, ce que l'on peut noter, c'est à droite, vous avez le graphique qui représente la répartition des demandeurs d'emploi selon le niveau de diplôme. Et on constate effectivement la même singularité avec davantage de demandeurs d'emploi inscrits sur les métiers de la culture qui ont un niveau de diplôme Bac+2 ou plus, 52%, donc la moitié des demandeurs d'emploi qui ont un niveau Bac+2 ou plus, contre 24% quand on regarde l'ensemble des demandeurs d'emploi. Donc effectivement, une différence relativement importante. Et puis pour terminer, quelques éléments sur l'offre d'emploi. Donc on constate 3200 offres qui ont été diffusées par Pôle emploi en 2021 sur les métiers de la culture dans le cadre du périmètre que l'on a travaillé dans le contrat d'objectifs de la culture. Si on se contente uniquement des offres collectées par Pôle emploi, on aboutit à seulement 1100 offres au cours de cette année 2021. Historiquement, effectivement, les acteurs de la culture, entreprises ou structures, n'ont pas forcément l'habitude effectivement de déposer toutes leurs offres à Pôle emploi, ce qui peut expliquer ce chiffre relativement faible en termes de volume. Et puis, donc, vous avez également à droite la répartition de ces offres d'emploi de la culture par grande famille de métiers. Donc, on constate effectivement que les professionnels technico-artistiques, donc que l'on soit des spectacles vivants ou audiovisuels, représentent 42% des offres d'emploi. Et puis également 38%, une part également importante pour les arts visuels et les métiers d'art. Donc voilà quelques grandes données que l'on a travaillées dans le cadre de ce contrat d'objectifs culture en Grand Est.
Merci beaucoup, Alain. Alors, apparemment, certains d'entre vous ont des soucis pour le son et le visuel. Donc, il faut recharger la page et ça affiche les diapos et ça réglerait le problème. Donc, ceux qui ont un problème d'affichage du document, rechargez votre page. Apparemment, ça fonctionne. Merci. Donc, maintenant, nous accueillons Virginie Delacour de l'AFDAS. Bonjour Virginie. Bonjour. Merci de m'accueillir à cet atelier. Je ne sais pas quel est votre degré de connaissance de notre opérateur de compétences. Donc l'AFDAS, c'est un opérateur de compétences qui gère 15 grands secteurs constitués d'environ 31 branches, historiquement dédiés aux industries créatives et culturelles. Nous activons autour de 6 missions, dont bien entendu la formation professionnelle continue des salariés des entreprises que nous gérons, qui sont environ 64 000. La part régionale de ces entreprises est d'environ 8 500. La singularité de notre opérateur de compétences, c'est qu'au-delà de la population des salariés que nous accompagnons dans leurs préoccupations emploi-formation et la montée en compétences, nous assurons également le financement et l'accompagnement professionnel des intermittents du spectacle et de l'audiovisuel, des artistes-auteurs et des journalistes pigistes de la presse écrite et des agences de presse. C'est une singularité qui est propre à notre champ d'activité. On s'entend aujourd'hui pour parler plus particulièrement des artistes et des techniciens du spectacle vivant et enregistré. Et pour vous repositionner les missions de chacun, l'idée de cette diapositive, c'est de montrer que, en fonction du dispositif, vous aurez des interlocuteurs dédiés. Lorsqu'il s'agit d'accompagner des professionnels du spectacle avec le statut d'intermittent, c'est le cœur de métier de l'AFDAS et on le verra dans la diapositive suivante. Notre mission, c'est à la fois d'accompagner et de valider le projet professionnel, mais également de financer l'action de formation à travers un plan de développement des compétences, comme nous pourrions le faire pour des salariés permanents. Ce dispositif qu'on a appelé cœur de métier et transverse, il accompagne aussi bien des formations spécifiques métiers que des formations transversales et cela peut être complété par Pôle emploi. Lorsqu'il s'agit d'actions périphériques, c'est dans ce cas-là plutôt la mobilisation du CPF qui intervient. Comme l'intermittent du spectacle relève de Pôle emploi, il s'adresse à Pôle emploi pour activer son compte personnel de formation ou pas s'il a des droits suffisants via mon compte personnel de formation. Et lorsqu'il a un projet de reconversion professionnelle, il active, comme tout salarié permanent, Transition Pro pour déclencher un accompagnement à travers le dispositif de transition professionnelle. Nous, à l'AFDAS, notre cœur de métier, c'est d'accompagner la formation des salariés intermittents du spectacle. Pour bénéficier d'un financement à travers l'AFDAS, il faut remplir un certain nombre de conditions. Je ne souhaite pas rentrer dans le détail, mais nous nous adressons à des professionnels. Ce qu'on qualifie comme professionnels, ce sont des personnes qui ont au moins 2 ans d'ancienneté, c'est-à-dire des emplois déclarés auprès de la Caisse des congés spectacles et qui peuvent justifier d'un certain nombre de jours de travail ou de cachets au cours des 24 derniers mois. Ces justifications, elles sont différentes d'une catégorie professionnelle à l'autre. On a des exigences différentes en fonction du métier exercé. Pour les artistes, par exemple, on demande 48 jours de travail. Pour les techniciens du spectacle vivant, on demande 88 jours de travail.
Pour les techniciens de l'audiovisuel et du cinéma, on demande 130 jours de travail. Ces différences s'expliquent aussi par la nature des contrats conclus. Typiquement, pour un technicien de l'audiovisuel et du cinéma, les contrats d'usage sont en règle générale plus longs. À noter toutefois que l'impact de la crise sanitaire nous a amené à assouplir ces conditions et donc nous revenons sur des périodes de calcul au cours des 3 dernières années. Lorsqu'un intermittent bénéficie d'un financement par l'AFDAS, il doit respecter un délai entre 2 stages. Le délai, il est calculé en fonction de la durée de sa première formation. Plus le stage est long, plus la période dite de carence va être élevée. Une exception à la période de carence, c'est que lorsqu'un professionnel suit un stage en sécurité, nous n'appliquons pas de période de carence entre 2 stages, puisque cette sécurité est exigée réglementairement dans ces métiers. Ce que nous finançons, c'est une offre de formation que nous achetons pour le compte des intermittents. Nous n'achetons que des formations cœur de métier pour chaque catégorie professionnelle, artistes, musiciens, techniciens du spectacle vivant ou de l'audiovisuel. On a environ 212 stages référencés dans notre base de données pour lesquels nous avons réservé des places pour nos intermittents. Et par ailleurs, nous pouvons également financer des actions transversales parce que un intermittent, ça a également besoin de se professionnaliser sur des compétences périphériques à son métier. Et dans ce cas-là, il sollicite directement l'AFDAS avec un devis et un programme et on lui établit une proposition de financement. La différence entre les deux, vous l'aurez noté, c'est que dans les stages que nous achetons, nous garantissons la gratuité de l'action pour un intermittent du spectacle. Dans le second, lorsqu'il nous sollicite pour des actions hors cœur de métier, c'est sur la base du devis qu'il va nous présenter que nous lui ferons une proposition de financement qui peut prendre en charge totalement ou partiellement sa demande de financement. En ce qui concerne la spécificité relative au compte personnel de formation, je vous rappelle que toutes les actions de formation ne sont pas éligibles au compte personnel de formation. Seules celles qui sont mentionnées dans le cadre Orange peuvent bénéficier d'un financement à travers le compte personnel de formation. La singularité par rapport à ce compte personnel de formation, c'est que depuis cet été, nous cofinançons, en tout cas nous venons abonder la prise en charge des intermittents qui feraient appel à leur compte personnel de formation. Nous pouvons financer un reste à charge éventuel lorsque le crédit disponible de CPF est insuffisant. Bien entendu, pour qu'on puisse abonder le financement, il faut que l'intermittent dispose de droits compris entre 1 et 1 349 €. 1 349 €, c'est le montant de l'abondement maximum que nous pouvons octroyer à un intermittent du spectacle. Et cet abondement, il est directement géré avec la Caisse des dépôts et des consignations. C'est un acte automatique. Enfin, parmi l'offre de services que nous proposons aux intermittents du spectacle, dans la mesure où nous suppléons à la qualité d'employeur pour ces populations-là, nous proposons également un accompagnement à travers un appui conseil carrière qui leur est dédié. Donc, l'idée, c'est de pouvoir faire des points sur leur situation professionnelle, de les aider dans le développement ou la reconnaissance de leurs compétences. Bien entendu, on informe et on conseille sur leurs droits à la formation. On cherche avec eux les formations en lien et en adéquation avec leurs projets professionnels. On prépare également les éventuelles évolutions sectorielles et les velléités de transition professionnelle. Et on oriente dans ce cas-là, si par exemple c'est le dispositif Transition Pro qui doit être mobilisé, vers le bon relais auprès de Transition Pro et des acteurs du CEP.
Nos conseillers sont experts dans leur domaine, ils ont l'habitude de ces publics-là et nous renforçons cette offre de service en proposant également des ateliers collectifs et thématiques métiers et des modules de formation e-learning mis à disposition de ces professionnels, et tout ceci est complété par des webconférences thématiques que nous animons seuls ou en partenariat avec d'autres acteurs emploi-formation comme on pourrait le faire avec Pôle emploi. Nous recevons également sur rendez-vous. Toutes les rendez-vous sont disponibles sur notre site. C'est organisé par région. Et pour ceux d'entre vous qui voudraient orienter des professionnels vers des rendez-vous, il suffit de vous rendre sur l'agenda régional pour consulter les prochains rendez-vous que nous avons en région, soit à Strasbourg, soit auprès de sites d'accueil Reims, Nancy, Metz, par exemple. Merci beaucoup, Virginie. Je vois que Agnès a posé une question sur la catégorie profession technico-artistique. Elle voulait savoir ce que recouvrait cette catégorie. Donc Agnès, on vous a répondu en direct dans le chat normalement. Voilà. Donc nous accueillons maintenant Katia Berthoud et Bruno Bélanger de Pôle emploi Reims. Alors, bonjour, Katia Berthoud n'est pas de Pôle emploi, mais de la région, hein. Vous l'aurez remarqué. Donc, nous, on va parler avec Bruno Bélanger de ceux qui ne sont pas reconnus, donc intermittents, des demandeurs d'emploi, pour lesquels la région a compétence pour la formation. Alors, je ne vais pas vous faire toute cette présentation de tout ce que fait la région en formation, simplement pour vous dire que pour la culture en particulier, notre plus gros outil, le programme régional de formation, malgré ses innombrables formations à disposition, ne répond pas en fait aux besoins de la culture parce qu'on n'a pas dans notre PRF, comme on l'appelle, de formation spécifique à la culture. En fait, ce n'est pas adapté pour. Ce qu'on peut avoir, c'est des formations sur mesure, quelquefois, c'est-à-dire des formations qui sont demandées par une branche, un territoire, pour lequel il n'y a pas de réponse dans le PRF. La région peut, sur mesure, en monter une, au cas par cas. C'est arrivé pour certaines compagnies de théâtre, avec l'Agence culturelle Grand Est. On a travaillé sur des projets un peu spécifiques, collectifs, avec souvent en partenariat avec l'OPCO de l'autre côté. Donc, on peut monter des projets spécifiques. Ça existe, il faut le savoir. Mais ces formations collectives sont quand même assez rares. En fait, la réponse que peut apporter la région à la culture, vraiment au projet spécifique culturel, c'est forcément plus souvent de l'individuel. Et là, pour l'individuel, on a souvent affaire, même si ce n'est pas encore assez, je pense, utilisé, mais on va en parler là aujourd'hui, à ce qu'on appelle, c'est la RIF, c'est l'aide régionale individuelle à la formation. Là, dans cette formation-là, dans ce dispositif-là, c'est la personne, c'est le demandeur qui est au cœur de son projet. Et donc, c'est lui qui va solliciter son conseiller, donc son conseiller prescripteur, Pôle emploi, Cap emploi, mission locale, avec son projet. Donc, et du coup, la RIF, c'est ce qui semble pour l'instant le plus utilisé pour nous, régions, au niveau de la culture comme outil. On n'en a pas énormément néanmoins utilisé, on en a à peu près 25 ou 26 depuis le début de l'année. Par contre, on est en face d'un public qui est relativement, comme le disait Alain Carré dans sa présentation tout à l'heure, relativement élevé au niveau du niveau de formation, mais il faut savoir quand même que la RIF ne dépasse pas le niveau Bac+2, donc c'est quand même assez sélectif. Enfin, c'est en aucun cas de la poursuite d'études, mais c'est bien un complément pour l'insertion. On a un projet professionnel et on peut compléter sa formation initiale, le plus souvent, avec cette formation plus concrète, plus professionnelle. Cette formation, elle peut avoir lieu je veux dire, en Grand Est comme hors Grand Est, parce que souvent ces formations sont très spécifiques et elle peut être en discontinu comme en continu, à distance comme en présentiel. Enfin, il y a beaucoup de souplesse dans ce dispositif, mais par contre, elle est aussi ouverte à rémunération, donc ce n'est pas
ce n'est pas anodin pour un certain public, mais sous certaines conditions de continuité, par contre. Elle doit être entre 35 et 1600 heures, donc voilà, c'est quand même relativement large. Je vais juste vous montrer quelques formations, quelques exemples, puis je reviendrai après pour l'autre dispositif qu'on peut utiliser pour la culture. Quelques exemples, vous voyez, de la RIF qui a été mobilisée, donc c'est très divers, ça va de technicien du son à formateur vocal, à danseur de cabaret, à monteur truquiste. Il y a vraiment des choses très différentes, hein, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas open bar avec, pour voir le conseiller pour l'emploi qui va donner libre cours à toutes les envies, mais surtout à tous les besoins. Mais Bruno Bélanger complétera, j'imagine. Donc, c'est intéressant de savoir que, par contre, pour ces dispositifs individuels régions, donc c'est relativement jeune, hein, dans la culture, ceux qui utilisent ce dispositif de formation dans la culture sont des jeunes, d'un niveau au moins du bac, et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il y en a peu issus de Champagne-Ardenne, beaucoup plus de Lorraine et d'Alsace, donc ça peut poser question. S'il y a des Champardonnais dans l'auditoire, n'hésitez pas, si l'occasion se présente, à pouvoir offrir le bénéfice de ce dispositif à vos interlocuteurs. Le coût moyen d'une formation ou d'un arrive, c'est à peu près 5 400 €. Donc ça, vous connaissez certainement. Donc voilà, simplement pour dire que la RIF est au point aujourd'hui avec les différentes formations qu'on a pu mettre en place. Et autre chose, un autre dispositif qui peut être complémentaire encore et qui est souvent utilisé par les demandeurs d'emploi. Alors, un profil culturel, je ne sais pas si on peut les considérer comme professionnels de la culture ou pas, mais ce sont les créateurs d'entreprises. Dans les créateurs d'entreprises, on a un bon nombre de nos demandeurs ont besoin des formations à la création d'entreprises pour compléter leur activité, parce que souvent la première activité entre guillemets artistique ou culturelle au sens très très large n'est pas suffisante au niveau économique pour vivre, donc il y a souvent une seconde activité ou même une activité dans laquelle ils s'installent pour revenir à la première. Enfin, c'est un peu compliqué, mais donc nous avons décidé en collaboration, d'ailleurs en entente avec Pôle emploi et avec l'OPCO, hein, l'AFDAS, de signer une convention tripartite dans laquelle nous, régions, à travers le dispositif Format Créa, on accueille directement les personnes quand elles ne sont pas reconnues ayant droit par l'AFDAS pour ce dispositif de création directement sans passer par la case Pôle emploi. Donc ces personnes-là, si elles ont une volonté de créer une entreprise, de bénéficier d'une formation, elles peuvent venir directement voir nous à la région. Il y a l'adresse en ligne, sans passer par Pôle emploi, parce que souvent elles ne s'inscrivent pas, mais quand même elles auront le bénéfice de cette formation. Donc voilà pour l'instant ce que nous, comme outil, on peut mettre à disposition des personnes demandeurs d'emploi pour la culture. Je vais laisser Bruno Bélanger de Pôle emploi compléter peut-être. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, avant de démarrer, pour prolonger le propos de Virginie et de Katia, donc juste un petit focus sur les intermittents. On a parlé des intermittents. Donc, les intermittents, c'est des personnes qui travaillent de manière intermittente. Hein. Mais chez nous, à Pôle emploi, l'intermittent, c'est quelqu'un qui a ouvert des droits sur un régime spécifique. Hein, donc qu'on appelle les annexes 8 ou 10, hein, annexe 8 pour les techniciens, annexe 10 pour les artistes, hein, et ce régime d'indemnisation spécifique peut être étudié quand un demandeur d'emploi ou une demandeuse d'emploi a atteint à minima 507 heures de travail pour des employeurs bien déterminés sur des emplois bien déterminés, hein, sur une période maximum de 365 jours. Voilà. Donc, les dossiers d'indemnisation des intermittents ne sont pas traités dans les agences locales, mais dans des agences spécifiques qui s'appellent Pôle emploi Service. Hein, et le Pôle emploi Service qui gère le Grand Est se trouve à Chavano, hein, dans la banlieue de Annecy. Donc, les dossiers sont déposés directement en ligne, hein, et après sont transférés
auprès de ces agences spécifiques hein, pour être traitées, complétées par des collègues experts du régime. Voilà, donc c'était juste un petit focus là-dessus. Donc les dispositifs de formation de Pôle emploi, donc je vais reprendre. Hein, donc quand vous êtes intermittent, premier réflexe, hein, c'est de voir auprès de l'AFDAS. Si l'AFDAS ne peut pas prendre en compte votre demande pour des raisons de carence ou de projet ou de contenu ou de coût, hein, on vous invite à vous rapprocher de Pôle emploi hein, pour les intermittents. Alors c'est compliqué parce que les intermittents n'ont pas de conseiller référent pour étudier un projet de formation. Mais dans ces cas-là, vous vous rapprochez de votre agence locale pour pouvoir bénéficier au moins d'un appui ponctuel d'un conseiller ou d'une conseillère pour étudier votre demande. Donc nous, à Pôle emploi, on travaille avec l'outil que vient de présenter Katia Bertou, qui est l'ARIF, hein, l'aide régionale individuelle à la formation. Hein, mais on a aussi d'autres outils qui permettent de financer des formations, notamment l'AIF, hein, l'action individuelle de formation, qui est un peu le pendant de l'ARIF hein, sur des financements Pôle emploi, hein, qui permettent de financer de manière individuelle une action hein, pour répondre à un besoin permettant un élargissement des activités salariées, voire un retour à l'emploi pour ceux qui se trouvent dans une certaine difficulté. Malgré tout, on peut aussi nous intégrer hein, des intermittents ou des non-intermittents hein, sur des actions collectives de Pôle emploi. Hein, je pense notamment, ça m'arrive régulièrement, de pouvoir intégrer des intermittents sur des actions collectives, notamment pour les habilitations électriques, pour des permis poids lourds ou sur certains CACES, hein, quand on a des actions collectives ouvertes. Hein, ça permet d'une part de pouvoir profiter des actions Pôle emploi. Enfin, tout comme l'AFDAS, hein, on intervient aussi hein, sur des abondements, sur des formations qui seraient financées par le CPF. Hein, si le capital CPF d'un demandeur d'emploi ou d'un intermittent demandeur d'emploi n'est pas suffisant pour financer une formation complètement, on a la possibilité, nous, d'arriver en abondement. Le point commun, hein, en tout cas la procédure commune pour l'ensemble de ces études de demande de financement, hein, elle se fait comme dans tout accompagnement à la formation, hein, c'est de contacter votre conseiller ou votre conseillère si vous en avez un qui vous est attribué, soit votre agence locale. Et là, à partir de là, il y a tout un travail qui va se faire sur l'accompagnement et la validation du projet avant d'entamer la possibilité de déclencher une procédure de financement. Alors, Bruno, je vous coupe. Merci pour ces précisions. Laurane vous pose une question. Peut-on avoir le contact d'une personne qui s'occupe de Pôle emploi spectacle en région ou au national? Alors, comment on va dire? Alors, pour les Marnais, voire les Champardonnais, ils peuvent me contacter. Après, sur les personnes résidant en Lorraine ou en Alsace, hein, le mieux, c'est de se rapprocher de son agence locale hein, par rapport à l'étude d'une demande de formation. D'accord, merci. Moi, ce qui m'arrive, hein, c'est que moi, parfois, je peux intervenir en appui aux collègues en tant qu'expert hein, du domaine hein, sur l'accompagnement, la validation du projet. Hein. Mais la décision de prise en charge, de financement, appartiendra toujours à l'agence locale dont dépend la personne, qu'elle soit intermittente ou demandeur d'emploi non intermittente. D'accord, merci pour ces précisions, Bruno. Et j'ai terminé. Voilà, merci beaucoup. Et maintenant, nous accueillons Marc Jacquemont. Marc, oui, directeur technique de l'Agence culturelle Grand Est. Voilà. Le micro, Marc. Voilà. Alors,
Bonjour, par contre, j'ai perdu le son, je ne vous entends pas du tout, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, oui, oui. Ok, Oui. de mon côté, j'ai plus aucun son, donc je vais faire ça de manière complètement unilatérale. Bonjour, Marc Jacquemont, je suis le directeur technique de l'Agence culturelle Grand Est. Bonjour aux différents intervenants, j'ai eu des petits problèmes de connexion, pourtant ça marchait ce matin lors du test. Effectivement, on parle de la formation de nos métiers et je vais venir un tout petit peu en arrière où on s'aperçoit d'une tendance qui est récurrente, c'est-à-dire que si je reviens 10 ans, 20 ans en arrière, nous arrivons à former des professionnels, ou du moins que les structures de diffusion culturelle, de création, trouvent des compétences majoritairement en son, majoritairement en lumière, dès lors que l'on recherche des compétences dans les métiers du plateau, cette recherche-là est beaucoup plus difficile. Alors, elle s'explique pour une raison assez simple, c'est que les métiers du son sont vus à la télé, très simplement, les métiers de la lumière aussi, et sont les plus connus. Par contre, les métiers du plateau, qui sont originellement dans le noir et pas à vue, sont, et c'est la nature même de leur métier, de ce métier-là, pas connu. Là où je pense qu'il y a un pas important à franchir dans la connaissance de ces métiers, c'est que là, je parle de la situation avant le Covid et la situation maintenant post-Covid. Il se passe quoi? Il se passe que nous sommes toujours devant une difficulté de recrutement des métiers techniques. Alors, je dis technique, je reviens au son, lumière et plateau. Sauf que cette difficulté s'est largement accrue également dans les métiers de l'encadrement, où un régisseur général va être fortement recherché. La difficulté, c'est situer quelles compétences on attend dans ces métiers-là. Ces trois métiers, je mets de côté la régie générale, et ces trois métiers, lumière, son, plateau, pour ces grandes familles, demandent bien entendu des compétences techniques. Ce qui s'entend pour le son est numérique, ce qui s'entend pour l'éclairage, avec un petit focus sur l'éclairage, où nous sommes clairement entre maintenant et les 2 ans à venir en train d'opérer une révolution vers l'éclairage à LED, qui va demander une formation très accrue de tous les acteurs actuels, c'est-à-dire on va révolutionner la méthode de travailler la lumière avec une approche de la colorimétrie nettement plus élevée, et puis une approche de nouveaux pupitres de commande, mais également de réseaux numériques, où on peut estimer que dans les 0 à 5 ans à venir, la compétence en réseau informatique sera complètement accrue et un prérequis nécessaire pour tout type de métier. Quant au métier du plateau qui me tiennent particulièrement à cœur, pour une raison très simple, c'est que quand vous êtes en régie son, quand vous êtes en régie lumière, vous pouvez tout à fait avoir une erreur dans votre conduite, avoir un noir à un moment lors d'une conduite lumière, avoir un Larsen, lors d'une sonorisation. Ok, c'est pas bien, mais il n'y a pas mort d'homme. Quand vous êtes sur le plateau, le technicien qui est sur le plateau, qu'il soit machiniste, qu'il soit régisseur plateau, est vraiment le plus à proximité des artistes. C'est vraiment un rôle où, il me semble, c'est ma lecture, l'équilibre des compétences entre les savoir-faire nécessaires et les savoir-être sont peut-être les plus à même de 50%, 50%. Ça veut dire qu'on va demander au plateau des compétences techniques avérées et demander également un savoir-être sans faille. Savoir-être sans faille, ça veut dire savoir rester patient, savoir rester silencieux, savoir rester très actif dans un temps court, savoir résister à la pression, savoir ne pas faire d'erreur, savoir être au plus proche de l'artiste en lui donnant de la confiance. Et si lors d'un changement de décor, il y a une erreur sur le plateau, ça peut avoir des répercussions assez vite, assez importantes. Parmi les intervenants invités par Alice Delamarche, nous avons Alain Hoffman qui va parler de manière très belle de son métier. On va laisser Alain se présenter, mais il représente, Alain, toute la richesse qu'on entend derrière les métiers du plateau, qui demandent d'abord un savoir-faire, une ingéniosité, une curiosité pour ces métiers-là. Et il me semble important qu'au niveau de nombreuses sorties de classes techniques dans les formations initiales, on puisse sensibiliser les jeunes à ces métiers-là, et notamment les métiers du spectacle qui font rêver, mais je vais insister particulièrement sur ces métiers du plateau parce qu'ils sont d'un peu connus, et puis pâtissent toujours, à mon sens,
d'un manque de connaissances et de fait d'un manque de valorisation de ces métiers. Je n'en dirai pas plus et je n'entends toujours rien. Je vais voir si le son est revenu. Ouais. Merci. Merci Marc. Est-ce que vous nous entendez toujours pas apparemment? Bon, c'est pas grave. Alors, merci pour toutes ces informations. Et effectivement, nous allons découvrir le fabuleux parcours d'Alain Hoffmann, chef de plateau de l'Opéra du Rhin. Et avant d'interviewer Alain, de découvrir son parcours, on va vous proposer un petit quiz. Il faut aller dans l'onglet sondage. Alors, est-ce que vous le trouvez tous? J'y vais avec vous. Sondage. Et vous avez 2 questions. Alors, la première, c'est un cintrier est en charge des costumes, des effets spéciaux, de la lumière ou de la manipulation des porteuses. Donc, vous validez. Soumettre le vote, c'est valider votre réponse. Voilà, vous avez encore un peu de temps. Donc, je vois qu'il y a du monde qui répond. Donc, c'est dans l'onglet sondage. Et il y a une deuxième question. À votre avis, Alain Hoffmann, que vous voyez là, avec un très beau fond de l'Opéra du Rhin, était tapissier décorateur, électricien ou ébéniste avant d'être chef de plateau. On vous laisse encore quelques secondes. Voilà, à peu près une centaine de personnes qui ont répondu. Et on va vous proposer pour la première question qui était celle qui portait sur le métier de cintrier, on va vous proposer la réponse en images. Sur les scènes de l'Opéra national du Rhin, des machinistes travaillent dans la partie haute de la scène appelée le cintre. Et c'est pour cette raison qu'on les nomme des cintriers. Ils manipulent des systèmes qui permettent de faire descendre les perches, on dit charger, ou de les faire monter, on dit appuyer. Ces perches sont dites contrebalancées. Le cintrier met en effet en place des masses appelées pins qui font contrepoids pour faciliter la manipulation. Ce sont également eux qui installent de grands rideaux noirs cachant les coulisses. Comme nombre d'autres, les cintriers participent à la magie du spectacle. Alors, bonjour Alain, on vient de voir la réponse avec ce très beau film réalisé par l'Opéra du Rhin qui fait partie d'une série de vidéos intitulée « 1001 métiers d'opéra » que je vous invite vraiment à découvrir sur YouTube puisqu'il y a toute une série de métiers techniques mis à l'honneur. On reviendra plus tard sur le métier de cintrier, mais avant tout, pouvez-vous nous dire, Alain, quel était votre parcours et quel était votre métier au départ avant d'être chef de technique et chef de plateau de l'Opéra national du Rhin? Oui, bonjour à tous et à toutes. Oui, j'étais donc tapissier décorateur que j'ai exercé pendant 15 ans avant de voir une annonce me permettant de me porter candidat à un poste de technicien accessoiriste sur le plateau de l'Opéra national du Rhin. Et ben, j'ai un peu hésité, bien sûr, quand on change de métier, mais j'y suis allé et j'ai découvert des métiers absolument fantastiques. On va en parler dans les prochaines minutes. Et donc, je suis donc rentré à l'Opéra du Rhin en tant que technicien de plateau accessoiriste, que j'ai exercé pendant 5 ans, avant de rejoindre l'encadrement du service accessoire. Donc, je suis passé chef du service accessoire et que j'ai donc exercé de 1997 à 2005, avant de passer au service machinerie, dont je suis actuellement encore le chef de service du service machinerie à l'Opéra du Rhin. D'accord. Et l'Opéra du Rhin, c'est combien de personnes? Combien de techniciens? Alors l'Opéra du Rhin, ça représente 244 permanents
Donc, pour vous détailler un peu ça, alors sur les 244 permanents, alors il faut savoir que l'Opéra du Rhin, c'est un syndicat intercommunal. On est sur 3 villes, hein, donc Strasbourg, Mulhouse, Colmar. Et donc, ces 244 permanents, dans ces 244 permanents-là, nous avons une école d'artistes qui sont donc 11 personnes, 11 artistes, des chanteurs, mais également un chef d'orchestre débutant. Nous avons une troupe de danseurs, de 32 danseurs et danseuses. Nous avons également des choristes qui représentent 40 personnes. Et nous avons là-dedans une centaine de techniciens qui sont donc au plateau et dans les ateliers. Et on arrive donc à ces 244 avec l'administration, bien sûr, tous ces services comptables et autres qui font tourner la maison. On a aussi à l'Opéra du Rhin, donc on a les permanents, mais on a aussi sur chaque saison, on a environ 500 intermittents qui tournent chez nous. Hein. Donc pour une saison complète. Hein. D'accord. Et lorsqu'on a échangé il y a peu de temps, vous m'aviez expliqué que la parité était respectée dans votre équipe. Vous avez des techniciennes et des techniciens. Alors oui, on a des techniciens et des techniciennes, tout à fait. Alors la parité dans les métiers sur scène n'est pas tout à fait respectée parce que sur une équipe comme l'équipe machinerie dont je m'occupe, on est actuellement 29 personnes, encadrement y compris, et on n'a que 5 femmes. Mais toujours est-il qu'on voit dans les recrutements qu'il y a de plus en plus de femmes qui se présentent et ce n'est en aucun cas un critère. On pourrait avoir une parité, hein, tout à fait. Et je pense que petit à petit, on va. Moi, ça fait donc 30 ans que je suis à l'Opéra du Rhin. Il y a 30 ans, il y avait 0 femme sur le plateau de l'Opéra du Rhin. Aujourd'hui, on a donc 5 en machinerie. Il y a 3 en accessoires. Il y a également une aux éclairages. Donc, on voit qu'il y a vraiment une montée. Hein. Et aux ateliers, de toute manière, il y a beaucoup de femmes qui travaillent aussi. Et quelles sont pour vous les contraintes majeures du métier en termes d'amplitude horaire, de volume horaire qu'est-ce qui pourrait freiner en termes d'attrait de ces métiers? Alors, on a des contraintes. Alors, les premières contraintes, c'est déjà, comme on est dans le monde de la culture et donc également du divertissement, on travaille donc forcément à des horaires où d'autres personnes ne travaillent pas. Donc, ça veut dire qu'il y a des contraintes familiales qui sont évidentes. C'est une chose. Après, il y a des contraintes évidemment en manutention parce que ce sont des métiers, dans les petites vidéos qu'on a vues, où on voit que les gens, on n'appuie pas que sur des boutons. On appuie aussi sur des boutons, mais pas que. Donc, il y a de la manutention. Et il y a également un gros volume horaire parce qu'on est donc une maison de création. Et qui dit création dans un planning, on peut en 2 mots donner le planning de l'Opéra du Rhin. Hein. On a 200 levées de rideaux. On a une centaine de conférences, de débats et autres. Donc, ça veut dire qu'on a un planning restreint pour la création sur scène. Donc, à savoir que quand on installe un décor, on doit l'installer en 3 jours. Peu importe la grandeur du décor. Hein. Si c'est un très gros décor, on va mettre plus de monde, mais il faut qu'il se soit en 3 jours. Et ensuite, on a une grosse semaine avant d'arriver en général piano, pré-général, général première. Donc, quelque part, ça veut dire que dans les 2 semaines à la fin du process de la création, oui, les amplitudes horaires sont assez importantes. À savoir que l'on peut facilement atteindre les 48 heures dans la semaine de montage, voire les dépasser. Parce qu'on a donc là une dérogation donc, pour pouvoir les dépasser. Mais c'est également une contrainte, oui. Et là, alors, pardon, oui, je vous ai un peu descendu et j'ai mis en avant la magnifique campagne de communication de la saison 2020 de l'Opéra du Rhin qui a mis à l'honneur, vous allez nous expliquer les métiers techniques parce que ce soir, je remets le cœur à sa place où j'ai déshabillé le prince en moins de 15 secondes. Moi, ça, j'y arrive pas. Vous m'expliquez comment et qui peut faire ça? Oui, alors déjà, pour expliquer en 2 mots cette campagne a été imaginée par notre service de communication et s'est dit, on va aller au cœur des métiers qui sont sur le plateau et qui font tous les métiers aux ateliers et poser des questions. Quelles sont vos belles expériences dans la maison et comment vous les traduirez? Et donc, on est arrivé sur des phrases telles qu'on peut les voir là. Hein. Et on voit aussi, rien que dans la phrase, on voit que le cœur que mettent les techniciens, techniciennes à l'Opéra du Rhin, et dans tous ces métiers d'ailleurs, peu importe qu'on soit à l'Opéra du Rhin ou à Reims ou n'importe où.
Et on voit qu'ils y mettent vraiment tout le cœur. Et pour vous dire, j'ai déshabillé le prince en moins de secondes, alors de 15 secondes, pardon. Moi, personnellement, je n'y arriverai pas non plus, parce que ce n'est pas mon métier. Mais par contre, les habilleuses ou habilleurs y arrivent parfaitement bien. Et c'est donc des choses qui sont répétées, parce que rien n'est laissé au hasard. C'est un autre sujet qu'on va débattre dans peu de temps et dont Marc avait déjà donné l'introduction, la sécurité. Mais on répète tout, rien n'est au hasard, c'est-à-dire que c'est timé, c'est topé, et si on n'y arrive pas en 15 secondes, ben on va faire en sorte de répéter pour y arriver en 15 secondes. Oui. Et justement, vous m'expliquiez qu'il y avait un vol d'une soliste et il faut une confiance parfaite avec le ou la technicienne ou le technicien qui va mettre le harnais, etc. Ça, c'est typiquement un exemple où on voit la proximité qu'ont les gens du plateau avec les artistes. Et c'est une vraie confiance. Hein. Alors, un plateau, il faut s'imaginer que c'est un... Alors, on a vu quelques brèves images avant, mais c'est une grosse machine. Hein. Un plateau, une scène, il y a tout le temps un objet au-dessus de vous, il y a des décors qui bougent un peu dans tous les sens. Et donc, notre rôle de technicien, c'est de mettre les artistes, les chanteurs-chanteuses, dans une confiance parfaite pour qu'eux ne pensent qu'à leur chant, parce qu'eux sont là pour ça. Et on a à l'Opéra du Rhin la chance qu'aujourd'hui, on reste en équipe spectacle, ce qui veut dire que quelqu'un qui doit faire un vol, une artiste, le dernier opéra, on avait une artiste qui s'est élevée de quelques mètres. Et donc, voilà, c'est pas évident. On doit chanter, on est dans un harnais, on vous fait monter à 3, 4, 5, 6 mètres ou même plus haut. Et comment on minimise là et qu'on a cette confiance, ça va. Et notamment sur cet opéra, c'était une femme qui a mis tous les soirs, c'était donc la même femme qui mettait le harnais à la soliste, ça c'est le côté habillement, mais également en technique machinerie, c'était également une femme qui sécurisait le harnais, qui mettait en place les mousquetons, et ça crée un climat de confiance. Et là, du coup, la soliste, la chanteuse, elle, c'était devenu naturel, elle avait pleine confiance. Et là, on est vraiment sur, et on pourrait donner une multitude de détails comme ça, où on met ces gens-là en confiance pour qu'ils oublient le reste. Et c'est aussi fantastique pour les techniciens parce que se crée cette relation et cette proximité et on voit et on a toute cette satisfaction derrière du travail bien fait. Et alors là, j'ai une question pour vous, Alain. Audrey nous demande, quels sont les métiers dont vous avez le plus besoin? À quel niveau de qualification? Alors vous, actuellement, à l'Opéra du Rhin, est-ce que vous recrutez? Alors oui, on recrute. Marc en a parlé un tout petit peu. On est actuellement dans une période où il y a un peu de difficulté à recruter. On recrute. Actuellement en machinerie, on a 5 postes de disponibles et sur les 5 postes, on va avoir 2 personnes qui vont nous rejoindre. On va donc relancer un appel à candidature pour les 3 postes restants. Alors en métier plateau, on a besoin de métiers manuels qui peuvent être des métiers du bois, qui peuvent être des métiers du fer, donc des métalliers. On a besoin d'électromécaniciens, d'électrotechniciens, des mécaniciens en hydraulique également. C'est un panel assez vaste, hein, clairement. Alors bien sûr, quand on parle de niveau de compétences, là je dirais que tous les niveaux de compétences sont bons. Hein. On peut, nous, dans nos métiers, avoir des débutants, comme on peut avoir des personnes confirmées dans le métier, et qui, après, doivent avoir aussi la passion pour transformer ce métier, parce qu'aujourd'hui, pour être tout à fait clair, quand on engage un électromécanicien, par exemple, il ne va pas avoir des travaux, il ne va pas travailler que sur de l'électromécanique. Il faudra qu'il ait une diversification dans ces métiers, mais on a besoin de ces compétences pour certaines choses très précises. Et est-ce que vous avez des alternants, des personnes en contrat de professionnalisation ou des jeunes en contrat d'apprentissage? Est-ce que c'est quelque chose qui fonctionne chez vous? Alors, ça commence timidement, je dirais, mais oui, on peut. Et d'ailleurs, on a proposé là une jeune fille qui aimerait faire un contrat en alternance, donc pour préparer un brevet technique des métiers du spectacle. Et donc, on lui a fait une proposition, on va voir si elle peut. Elle n'est pas de la région, hein, donc c'est pour ça qu'il faut voir parce qu'elle serait ravie de pouvoir nous rejoindre sur son cursus scolaire de 2 ans. Donc oui, on commence, c'est le début, donc, mais on va aller vers ça, oui.
D'accord. Et pour former vos techniciens, vous faites de la formation en interne, vous procédez comment quand il faut faire des mises à jour par rapport aux normes, aux exigences et la sécurité? Je pense notamment à la sécurité. Tout à l'heure, vous parliez de poids, de charges lourdes, de choses en hauteur, hein. Il y a du matériel quand même à déplacer. Je suppose qu'au-dessus de votre tête, des fois, il y a des charges. Comment vous sécurisez tout ça? Il y a des formations obligatoires, il y a, voilà. Alors, il y a tout ça. Il y a évidemment la formation en interne qui se fait directement sur le terrain, c'est-à-dire c'est un transfert de compétences, hein. Les gens qui sont là, qui sont des techniciens confirmés, transmettent leurs connaissances. Il y a bien évidemment des formations qui sont, elles, obligatoires. Les techniciens de plateau doivent tous avoir l'accroche-levage, par exemple, qui est donc fondamental. Même si après, certains seront spécialisés dans l'accroche-levage comme les cintriers, mais même un technicien de plateau qui ne sera pas cintrier va avoir cette formation-là, parce que ça permet de prendre connaissance des risques qu'il y a dans ces choses-là, parce que, oui, on a tout le temps quelque chose accroché au-dessus de nos têtes, qui sont des choses lourdes ou moins lourdes, mais toujours est-il, même un objet moins lourd, s'il tombe de 16 mètres de haut, ben voilà, les dégâts que ça peut faire sont énormes. Donc, ils sont double sécurité mise en place, enfin, il y a toutes choses. On a donc des formations obligatoires, les habilitations électriques. On a aussi des formations de nacelle. Donc vous l'aviez vu sur la vidéo, un technicien qui était dans un lift, hein, donc nacelle. Ça, c'est une formation qui est incontournable dans le métier. Et si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas utiliser ces engins-là. Et donc, on les utilise tout le temps. Et on a également les formations qui, elles, ne sont pas obligatoires, mais on a des formations de qualification, on a des formations en AutoCAD pour la lecture et le dessin, bien sûr. Donc, c'est assez vaste, hein, donc, parce qu'on touche énormément de métiers, de compétences. Alors, je ne sais pas si Marc, votre micro marche aussi, vous nous entendez? Si, apparemment, vous nous entendez. Vous vouliez poser peut-être une ou deux questions à Alain? Oui, alors une approche, On vous entend mal. Oui. Vous m'entendez mieux là? Ça y est, ça y est. Voilà. Ça y est, dans ce qu'indique Alain, ce qui ressort très fortement, c'est qu'effectivement, le plateau accueille les autres thématiques, accueille la lumière. C'est avec le plateau que s'installe la lumière, accueille la draperie, accueille le décor, bien entendu, ça accueille le source, mais accueille aussi le son, accueille les équipements d'audiovisuel. Tout transite par le plateau. Donc, je peux imaginer, Alain, tu me diras si c'est vrai ou pas, que l'équipe plateau est la plus importante. Et bien souvent, dans des lieux tels que l'opéra, l'équipe plateau est la plus importante. Après, on va retrouver des équipes, les autres thématiques, mais en moindre nombre de quantités. Et il y a une chose que j'aimerais poser comme question à Alain, c'est qu'il y a quelques années, quand j'étais dans une scène nationale, le technicien ou celui qui a envie de se confronter au métier du spectacle, qui ne connaît pas ces métiers-là, ont commencé à l'embaucher au plateau, parce qu'il allait être dans une grande équipe, il allait être encadré, et on allait voir si il a le comportement adéquat, l'envie, l'ingéniosité, le savoir-être adéquat, et dès lors, on lui proposait vraiment une progression, sans avoir un bagage technique fortement très fort. Est-ce que maintenant, est-ce qu'à l'Opéra du Rhin, vous êtes la plus grosse équipe, la machinerie technique, et est-ce qu'en arrivant avec mon envie, même si je n'ai pas une compétence avérée dans un métier du bois, de la métallerie, est-ce que je peux commencer à l'Opéra du Rhin avec ma bonne volonté, mon envie de bien faire et progresser petit à petit? Est-ce que ça, c'est encore valable maintenant, tout en se formant après, bien entendu? Oui, alors déjà oui, on est la plus grosse équipe, hein, donc comme je disais avant, 29 encadrements compris, le service éclairage c'est une petite dizaine, service accessoires c'est également 6 personnes, son audiovisuel ils sont 4, oui on est clairement la plus grosse équipe et je pense que ça se retrouvera en effet sur tous les plateaux, ça c'est une évidence. Après aujourd'hui, oui, on peut encore commencer dans nos métiers sans avoir compétences à un niveau. Après, on sera obligé quand même, contrairement à ce qu'on voyait il y a 30 ans, si c'est une personne qui n'a jamais mis les pieds sur un plateau, qui n'a aucune formation dans tout ce qu'on vient d'évoquer il y a quelques minutes, ben de prêter un peu plus attention à ça, de mettre l'effort sur cette formation-là.
Alors, on l'avait un peu oublié il y a quelques années, pour être tout à fait honnête, parce qu'on trouvait plus facilement des gens en recrutement. Aujourd'hui, je pense qu'on va être obligé à revenir sur ça, c'est à se dire, OK, on va prendre des gens qui ont peut-être, qui sont pas encore tout à fait formés comme on l'aimerait, mais on va mettre les efforts pour pouvoir former ces gens en interne et les faire participer aux formations nécessaires pour qu'ils progressent. Et je pense même, alors ça c'est très difficile à organiser, pour aussi être très honnête, dans une maison où on a autant d'activités que la nôtre, mais idéalement pour moi, oui, ça serait que les gens commencent au plateau et qu'après ils puissent se diversifier. Mais même que les gens qui viennent pour réellement faire du plateau, il serait bien qu'ils commencent en plateau, qu'ils fassent un tour dans les autres services pour goûter un peu à tout ça et puis pour revenir sur leur choix de base, le plateau. Mais bon, c'est de gros enjeux parce que c'est difficile à organiser avec le planning qui pousse derrière. Et puis bon, comme partout, les budgets, il faut qu'on les maintienne aussi. Donc on ne peut pas dire, bon, ben, on va mettre en doublon plusieurs postes pour pouvoir faire ça, mais en tout cas, on est en train de réfléchir vraiment et de voir comment on peut faire ça. Et d'ailleurs, les deux jeunes dont je parlais avant qu'on engage, donc une femme, donc on va augmenter, donc on se rapproche de la parité, comme je disais. Donc une femme qui est une jeune fille qui sort de l'école, qui a eu un brevet cette année des métiers du spectacle. Donc mais elle est novice, elle n'a jamais mis les pieds sur un vrai plateau. Et donc un jeune homme de 32 ans, qui, lui, n'a jamais mis les pieds sur un plateau du tout, mais qui a une compétence en hydraulique et qui nous intéresse fortement. Donc, voilà. Donc, on va être déjà sur ces deux candidats-là, être dans de la formation, dans un premier temps, oui. Je t'écoute, Marc. Oui, alors, oui, encore une chose qui me semble toujours très importante, et parce que j'ai indiqué que j'étais attaché au métier du plateau et que tout passe par le plateau. Et tu indiquais, Alain, que quelqu'un qui veut faire du son, quelqu'un qui souhaite faire de la lumière, pour ma part, dans des maisons comme la vôtre, c'est important qu'il ait une compréhension du plateau, de comment fonctionne l'outil scénique, de comment fonctionnent les cintres, de ça veut dire quoi mettre de la charge, ça veut dire quoi équilibrer une porteuse. Et alors je dis ça pour bien faire comprendre aux différents interlocuteurs, c'est que dès lors qu'on commence pour le plateau, c'est ce que tu indiquais Alain, c'est la meilleure porte d'entrée pour après se diriger vers ou le son, ou de la lumière, ou de l'audiovisuel. Mais comprendre le plateau, pour moi, c'est tellement le cœur du théâtre, le cœur de vos maisons, c'est que c'est la voie d'entrée pour après aller vers autre chose avec beaucoup plus de sérénité que si je ne suis pas passé par cette case-là. Oui, je ne peux que être d'accord avec toi, Marc, là-dessus. Après, c'est vrai qu'on a, dans la démarche, hein, d'ailleurs, on a eu le cas il y a quelques mois, un jeune qui voulait être dans le son, qui était un peu dans le son chez lui déjà, qu'il avait fait des trucs en bénévolat et tout, et voulait vraiment un poste de son, mais comme on cherchait de la machinerie, on lui a proposé exactement ce dont on parlait là. Mais bon, il n'est pas venu. Il n'est pas venu parce que cette case de dire ben, je passe d'abord par les services plateaux, par la machinerie, voilà. Mais pour nous, là où tu as 100% raison, même des gens qui vont directement dans un autre service qu'au plateau, il est primordial, oui, pour des gens audiovisuels, pour des éclairagistes, de comprendre comment fonctionne un plateau. Parce que sinon, ça peut devenir dangereux. Et d'ailleurs, on a un terme machinerie, hein, je le disais avant, et on fait les jeunes, par exemple, chez nous, un jeune qui démarre, on va le faire travailler pendant 2 ans au plateau, et ensuite, il va être 1 an au cintre. Alors, il a eu les formations, hein, mais la formation, ça reste quand même de la théorie, quelque part, et on le fait passer forcément 1 an au cintre pour qu'il vienne bien en main l'outil, et après, il va redescendre au plateau. À moins qu'une vocation se révèle et qu'il va devenir cintré, ça, c'est encore autre chose. Mm-hmm. Et en termes de camions, de matériel, vous stockez où votre matériel? Alors oui, on n'a pas parlé de ce volet-là de la machinerie à Strasbourg, ça c'est spécifique à Strasbourg. Au sein du service machinerie, on a également le service transport, donc ce qui veut dire qu'en personnel, en compétences, on recherche également des chauffeurs poids lourds. On a un parc, une flotte de véhicules de 2 tracteurs poids lourds, 6 remorques de 80 mètres cubes, 2 porteurs de 55 mètres cubes, un fourgon de 17 mètres cubes, 2 bus 9 places et 8 véhicules légers. Donc on voit que c'est une petite flotte, mais une flotte quand même déjà. Pour un opéra, je pense que c'est pas mal, c'est plutôt dans la catégorie d'une grande flotte pour les opéras.
Donc, il y a ça, et on stocke, on a des halls de stockage de nos décors, parce qu'on stocke toujours, on a une quinzaine de productions, plus les balais en stock, oui. On a actuellement, en termes de stockage, on a une superficie de stockage de pas tout à fait 2500 mètres carrés. Et je peux vous dire que ce n'est pas suffisant d'ailleurs. Ce n'est pas suffisant pour une raison simple, parce qu'on est aussi aujourd'hui, et c'est une très bonne chose, on est dans le développement durable. On essaye pas de simplement détruire et de mettre à la benne, mais on essaie aussi de récupérer les choses, mais ce qui demande aussi également après des mètres carrés en plus. Ce qui est également un autre défi aujourd'hui pour tous nos métiers. D'accord. Merci beaucoup, Alain, pour votre témoignage. Merci, Marc. C'est moi qui vous remercie de m'avoir reçu. Merci. Et on espère pouvoir aller voir quelque chose, un spectacle, que ce soit à l'Opéra de Nancy, de Strasbourg, de Reims. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Et nous allons accueillir maintenant Arthur. Voilà. Est-ce que Arthur, tout le monde… Bonjour Arthur. Bonjour. Vous êtes actuellement régisseur, gestionnaire des studios sur l'ex-base 112. Ça parlera au Marnais, donc l'ex-base 112 de Reims. Pour le groupe, vous travaillez pour le groupe Media One. Avant de nous parler de votre parcours, puis de votre métier, pourquoi ce choix de s'installer sur la base 112 pour vos studios ? Alors, le choix s'est fait pour une production, concrètement pour la dernière saison de la série Shérif, la saison 6. Le comédien principal est un Rémois, Abdelhafid Metalsi, et voulait impérativement se rapprocher de la ville de Reims ou de Paris. Donc, on a prospecté longtemps, et grâce au bureau d'accueil des tournages, c'était à l'époque Léo Pignot, il a proposé 2 hangars dans l'ancienne base militaire. Donc nous, quand on les a visités, il y avait 10 millions de bouteilles de champagne vide dans chaque hangar. On a fait vider tout ça en un week-end, nettoyer, et on a installé nos décors dès le lundi matin. Voilà. D'accord. Est-ce que vous pouvez, vous avez moins de 40 ans, vous avez dans la trentaine, la petite trentaine, et vous avez déjà un parcours un petit peu riche, je dirais, en expériences complètement différentes des unes des autres. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre parcours ? Oui, bien sûr. Alors, j'ai fait une formation privée à Paris d'assistant réalisateur. Donc, concrètement, le métier est un métier d'expérience, hein, évidemment. Donc, j'ai commencé comme 3e assistant réalisateur. Ensuite, je suis passé 2e assistant réalisateur. Et finalement, je me suis rendu compte que ce n'était pas tellement fait pour moi. Du coup, je me suis plus dirigé vers un métier technique, donc de la machinerie. Alors, contrairement au spectacle vivant, c'est pas tout à fait pareil, mais malgré tout pas si loin, parce qu'on gère tout ce qui est sécurité et tout ce qui est mouvement de caméra. Alors ça, c'est extrêmement important, tout ce qui est travelling, tout ce qui est pied de caméra, et voilà. Et je suis passé ensuite régisseur, où j'ai eu beaucoup plus de travail, parce qu'au début, quand on commence, c'est quand même pas évident. Et je suis parti au départ, je faisais beaucoup de courts-métrages, et après, j'ai très vite dévié vers le long-métrage. Et la régie m'a permis de faire beaucoup de gros longs métrages à Paris et en province, et en région, pardon. Et du coup, voilà mon parcours. D'accord. Et quels sont le type de réalisation que vous faites? Plutôt des séries, des téléfilms, du grand cinéma, du cinéma, du long métrage, comme vous dites? Ouais, alors moi, je fais plus de tournage maintenant. Maintenant, je gère vraiment le studio, donc je suis tout le temps au studio et j'accueille les productions. Et on fait beaucoup de séries. Pourquoi on fait beaucoup de séries? Parce que ça nécessite moins de moyens que le long métrage. Le long métrage, on va demander des hauteurs sous plafond bien supérieures. Par exemple, un studio classique cinéma, c'est du 20 mètres sous grille technique. Alors que nous, là, on est sur une hauteur de 6,50 mètres. On voit bien que c'est pas du tout les mêmes proportions. Voilà, donc là, on fait beaucoup de séries, mais on a pour vocation d'agrandir les studios, de les renouveler, si je puis dire, de construire de nouveaux bâtiments afin de répondre un peu à toute la demande du marché. D'accord. Et pour vous, quelles seraient les contraintes majeures du métier? Alors, bon,
En écoutant Alain, on n'est pas si loin, hein. Concrètement, nous aussi, on a un métier où on a des horaires très différentes. On tourne de nuit, on tourne de jour, on tourne le week-end, on tourne pendant les vacances. Donc évidemment, une vie de famille, c'est pas évident tous les jours. Voilà, c'est un peu la raison pour laquelle j'arrête aussi un peu les tournages. Après, sinon, moi, je trouve pas que porter des charges lourdes, ce soit une vraie contrainte. Enfin, je veux dire, c'est un métier, on le sait, donc ça fait partie du métier. Il faut prendre soin de son corps, il faut prendre soin de son dos, et voilà. Et dans une équipe de tournage, qui choisit les techniciens? Alors, concrètement, une équipe de tournage, moi, je la dissocierais en deux catégories, les artistes et les techniciens. Tout le corps artistique, c'est évidemment le réalisateur qui les choisit. Alors, pas dans tous les cas, hein, mais concrètement, un réalisateur choisit son chef opérateur et un réalisateur, dans la plupart des cas, choisit son chef décorateur. Si je vous dis ces deux postes-là, c'est un peu les plus importants. Parce que le métier de l'image, c'est le grand chef. Nous, on est notre métier, c'est extrêmement hiérarchique et extrêmement pyramidal. Donc, des chefs découlent toutes les équipes. Le chef de l'image, c'est le chef opérateur. Le chef décorateur, évidemment, derrière, il y a beaucoup de métiers qui se suivent. On est une vraie industrie, comme le spectacle vivant, bien sûr. Donc, il y a beaucoup de corps de métier représentés. Et les techniciens, c'est évidemment ces chefs de poste-là qui les choisissent. Donc, pareil, ils vont choisir des chefs qui vont choisir leurs équipes. À chaque fois, ça se passe comme ça. Et pour les métiers de la production, donc j'englobe évidemment la régie dedans, qui est le bras droit du directeur de production. Le régisseur général est son bras droit, en quelque sorte. C'est le directeur de production qui choisit. En réalité, un producteur demande à un directeur de production de lui faire un devis, et de là découle toute l'équipe derrière, avec le réalisateur. Et vous me disiez dernièrement, pour tourner une séquence, ça nécessite combien de techniciens en moyenne? Sur un plateau, on trouve combien de techniciens pour une série télé, pour une séquence? Je dirais entre 35 et 45 personnes de techniciens avec le corps artistique, hein, bien évidemment, en comptant le réalisateur. Ça, c'est sans compter les comédiens. Une série classique comme on fait là, c'est à peu près 5-6 comédiens en moyenne par jour. Voilà, donc c'est une équipe de 50 personnes, je dirais, voire 60, assez régulièrement, et sans compter la figuration. Donc la figuration, ça va de 10 à... Ça dépend ce qu'on fait. D'accord. Et est-ce qu'actuellement, vos studios sont en recherche de personnes, de techniciens? Est-ce que vous avez profil? Alors, j'ai écouté aussi Bruno Bélanger tout à l'heure. Je pense qu'il sait très bien de quoi il s'agit. On a déjà discuté tous les deux. Concrètement, nous, on n'embauche pas de manière pérenne. On est vraiment dans l'intermittence pure et dure. Demain, aujourd'hui déjà, si on fait, là, on va commencer une très belle année 2023 avec 3 projets qui vont arriver. Concrètement, à Reims et dans la Marne, il y a assez peu de techniciens cinéma. C'est pas du tout pareil que le spectacle vivant. Donc, c'est compliqué parce que les productions sont obligées de faire appel à des Parisiens ou alors doivent ramener des gens de Strasbourg ou élargir le champ de recherche, ce qui fait qu'ils vont devoir les défrayer. Donc tout ça, ça coûte beaucoup d'argent. Une série comme Shérif, sur une année de tournage, sur une saison, c'est à peu près 1200 nuitées. Donc ça, et de là, il faut défrayer et tout ça. Donc, on recherche beaucoup de monde, à mon sens. Beaucoup de monde. Il faut qu'il y ait beaucoup de monde qui vienne. Et lorsqu'on est jeune, qu'on sort de l'école, vous me disiez, vous prenez, me semble-t-il, des jeunes étudiants du BTS audiovisuel de Reims pour leur période de stage. Quand on démarre dans ce milieu, pour se faire un réseau, et parfois il est nécessaire d'enchaîner stage sur stage. On ne fait pas la promotion des stages non rémunérés, c'est pas là l'objet, mais c'est l'expérience fait aussi par le biais des stages, voilà. Ouais, en fait, l'accès au métier est assez compliqué. Pourquoi? Parce que si c'est une formation publique, concrètement, il n'y en a que 2 qui sont viables en France, c'est la FEMIS et Louis Lumière. C'est 4000 candidatures pour 10 places, donc bon, pour moi, c'est pas une option.
Et quand on part en formation privée, c'est entre 7 et 10 000 € l'année sur 3 ans. Donc, moi, ça me paraît... Voilà, je vois des petits smileys horrifiés. Concrètement, les BTS, pour moi, c'est une très bonne solution parce que c'est quand même vachement moins cher. Et il faut impérativement que ces étudiants puissent venir en stage chez nous. C'est impératif. Et on a des très bons exemples, là, notamment la dernière saison du code qu'on vient de faire. On a pris 3 stagiaires, deux en régie, pardon, une fille et un jeune homme, et une fille aussi en assistant mise en scène. Ils s'en sont très, très bien tirés, à tel point qu'ils vont être embauchés derrière. Le jeune qui est parti en régie, lui, il a déjà été rembauché, il a commencé à faire ses heures, donc c'est top. Et les 2 filles vont très certainement le faire aussi. En tout cas, moi, je vais les recontacter pour les productions à venir. C'est primordial, les stages. C'est primordial parce qu'on arrive par le bas et ça nous permet de voir plein de choses, un peu comme Marc et Alain parlaient du plateau tout à l'heure dans le spectacle vivant. C'est un peu la même idée dans le cinéma. Il faut un peu tout voir pour pouvoir travailler normalement. Et alors là, j'ai Peggy qui vous pose une question. Sur quel site diffusez-vous vos offres lorsque vous recrutez? Alors, on travaille très étroitement avec le bureau d'accueil des tournages, le BAT, de la région Grand Est. Donc, il y a trois bureaux, me semble-t-il. Il y en a un en Lorraine, un en Alsace, évidemment à Strasbourg, et un à Reims. Concrètement, les producteurs ont l'habitude, les producteurs sont parisiens, par essence. Tout le monde, enfin voilà, les producteurs sont parisiens, ils vont en région, ils appellent le bureau d'accueil des tournages et ils demandent une liste de techniciens. Et on va piocher dans cette liste. Et on va aussi se référer à des gens qu'on connaît dans une région pour dire est-ce qu'un tel, on peut le prendre, un tel autre, etc. D'où la force du réseau. Mais nous, on ne publie pas d'offres d'emploi. C'est le bureau d'accueil des tournages qui va s'en charger. Et évidemment, je pense en étroite collaboration avec Pôle emploi, avec, pour nous, en l'occurrence, Bruno. D'accord. Et j'ai Frédéric qui vous demande, j'accompagne plusieurs jeunes sur plusieurs métiers pouvant vous intéresser. Comment peuvent-ils vous contacter? On vous écrit où, Arthur? On va vous envoyer du monde. Ouais, je peux vous donner mon adresse mail. Vous pouvez transmettre mon adresse mail à Frédéric. D'accord. Merci beaucoup, Arthur. Pas de souci. Alors, c'est vrai que pour... Et Virginie nous pose la question, avez-vous des alternants actuellement au sein de votre société? Des quoi, pardon? Des alternants, excusez-moi. C'est contrat d'apprentissage, contrat de pro? Non? Non. Nous, concrètement, là, actuellement, par exemple, au studio, je suis tout seul. Quand il y a des tournages, je suis tout seul. Quand il y a des tournages, on est vite 100, voire plus. Bientôt, on sera plus. Non, les alternances, ça ne fonctionne pas. Les stages fonctionnent, mais c'est pour une durée de 3 mois. Et pendant les 3 mois, on doit être présent à 100%. Donc, c'est vraiment des stages. Moi, je ne connais pas d'alternant. Après, c'est peut-être possible en prod, dans les bureaux, mais pas au studio. Juste, je me permets de Oui, bien sûr, Virginie. Par rapport aux contraintes de tournage, on a trouvé des solutions. Hein. Il y a un CFA qui a été créé en Auvergne-Rhône-Alpes qui s'appelle Cinéfabrique et qui s'adapte complètement aux conditions de tournage, à la temporalité et justement à l'intensité. Donc, bon, au-delà des stages, c'est vrai que la filière investit beaucoup dans l'alternance. On a une croissance à 2 chiffres sur les alternances dans l'audiovisuel. Et ce serait bien que Media One se penche également sur la question parce que des solutions pédagogiques, nous en avons trouvé pour répondre aux conditions particulières de l'emploi en alternance. Alors, pour vous répondre, Virginie, moi, je représente pas forcément Media One là. Je pense qu'on parle plus de moi, mon parcours. C'est pour les auditeurs qui c'est pas du tout une voie impossible d'accéder au métier par la voie de l'alternance et malgré les conditions de tournage qui sont particulières et qui ont une durée de 3
2-3 mois ou parfois moins, mais le fait que on organise plusieurs tournages, etc., ça peut quand même permettre l'alternance, et on a créé des CFA, comment dire, qui sont organisés et structurés pour les conditions de tournage. Alors non, mais c'est super, mais je pense qu'il faut impérativement bien informer le BAT et Pôle emploi afin qu'eux ils puissent bien nous informer également. Je sais pas, je vous avoue que je suis pas producteur, je suis pas directeur de production, je sais pas exactement comment ça se passe pour eux, mais je pense qu'il faut vraiment leur dire tout ça explicitement, et ce sera avec plaisir. Merci beaucoup. Merci Arthur pour ces précisions. J'ai plusieurs demandes de contact, donc si vous êtes d'accord, on transmettra vos coordonnées mail aux auditeurs qui ont souhaité avoir votre contact pour vous adresser des jeunes ou échanger sur le métier. Merci beaucoup Arthur. Avec plaisir. Je vous en prie, merci. Au revoir. Au revoir. Et avant d'accueillir Claire Cantuel, secrétaire générale de la Comédie de Reims, je vous propose de répondre de nouveau à une question via l'onglet « Sondage ». Alors, vous allez dans l'onglet « Sondage ». Combien existe-t-il de centres dramatiques nationaux? Moins de 10, entre 10 et 30 ou plus de 30. Alors, c'est dans l'onglet « Sondage ». J'y vais en même temps que vous. Et vous avez 3 propositions. Moins de 10, entre 10 et 30 ou plus de 30, pardon. Soumettre le vote. Sinon, ça ne marche pas. Si vous ne soumettez pas le vote, on ne peut pas avoir les résultats. Voilà, ça continue de voter. Alors, j'accueille Claire Cantuel, secrétaire générale de la Comédie ou du Centre dramatique national de Reims. Claire, si vous pouvez nous rejoindre. Claire, êtes-vous là? Alors, je pense que Claire, quand elle a du mal à se connecter. Voilà, Claire. Bonjour, Claire. Vous m'avez fait peur. Donc, non, mais ce n'est pas grave. Donc, alors là, les résultats, je ne sais pas si vous voyez les résultats, Claire. Le nombre de centres dramatiques nationaux en France est de combien? Puisque la majorité des réponses se situe entre 10 et 30 et moins de 10. Combien y a-t-il de CDN? Alors, il y a en réalité 38 CDN au niveau national. Voilà, 38 étant le chiffre magique. D'accord. Et quels sont leurs rôles? Alors, les centres dramatiques nationaux, ce sont des labels de l'État, comme les scènes nationales ou les scènes conventionnées. Simplement, il y en a 38, alors que les scènes nationales, on est plutôt sur 76. Donc, ce sont des labels, des outils en fait de la décentralisation à l'époque de l'État, qui étaient voilà, dans l'idée d'un maillage du territoire homogène et de décentraliser, hein, comme son nom l'indique, de sortir d'une culture parisienne et d'équiper les territoires d'opérateurs culturels avec une haute exigence artistique et voilà, s'appuyer sur les compétences aussi sur les territoires. Donc, l'idée, c'est vraiment un maillage homogène du territoire. Donc ça, c'est la fonction première. Et l'autre spécificité des centres dramatiques nationaux, c'est d'être dirigés par des artistes, ce qui n'est pas le cas des scènes nationales ou des théâtres conventionnés. Mais les CDN doivent être dirigés par des metteurs en scène ou des comédiens, des artistes en tout cas. D'accord. Donc, vous, votre parcours, vous pouvez nous expliquer votre parcours avant de diriger la Comédie de Reims?
Oui, alors peut-être un petit aparté sur le terme secrétaire général, qui est ma fonction aujourd'hui à Reims, qui est un terme assez générique qui peut recouvrir des réalités très différentes d'une structure à l'autre. C'est vrai que dans l'univers des musées, un ou une secrétaire générale, ce sera plutôt un profil administrateur. Là où dans le spectacle vivant, on est plutôt dans les métiers qui sont tournés vers les publics. Et c'est donc le cas de moi, mon périmètre d'action, c'est toutes les actions qui sont à destination des publics. Donc ça va de l'action culturelle en passant par la communication, la billetterie bien sûr, et voilà, à Reims, la partie bar-restaurant, puisque c'est aussi dans mon périmètre. Mais voilà, ce sont les partenariats extérieurs, pour le dire de manière synthétique. Et mon parcours est un parcours littéraire. Alors, il y a plusieurs points d'entrée en fait vers ces métiers. Mais moi, en l'occurrence, mon parcours est un parcours voilà, Hippocagne, lettres modernes à la fac, et puis ensuite une spécialisation au moment du master, avec toujours quand même des options spectacle vivant, puisque il est nécessaire quand même dans ces métiers d'avoir une certaine culture générale et d'avoir un parcours de spectateur ou de spectatrice, c'est-à-dire d'avoir une vraie appétence pour les arts et puis pour le spectacle vivant en particulier, c'est-à-dire avoir une capacité à aller voir des spectacles pour pouvoir en parler ensuite. Et quelle est l'importance pour vous de la médiation culturelle? Quels sont les enjeux de la médiation culturelle pour les centres comme le vôtre? Alors, c'est vrai que j'interviens aujourd'hui parce que voilà, dans mon parcours, j'ai passé 15 ans en tant que responsable des relations avec les publics dans les Hauts-de-France avant de venir à Reims. L'enjeu des publics, alors en plus, on intervient en 2022, donc en post-Covid, c'est clair que c'est un sujet, une problématique qui nous occupe tous aujourd'hui de manière assez importante, puisque la crise sanitaire a éloigné une très grande partie des spectateurs des salles, évidemment, ça va sans dire, mais là, le retour se fait assez difficilement. C'est-à-dire que les spectateurs habitués, connaissant déjà le chemin des théâtres et des structures culturelles, reviennent progressivement, mais reviennent. Mais tous les spectateurs qui étaient touchés, les spectateurs occasionnels ou les spectateurs qui étaient touchés via des actions culturelles, c'est-à-dire vraiment un par un, en fait. C'était vraiment des actions qui prennent du temps sur la durée. Tous ces spectateurs-là reviennent difficilement. Donc voilà, aujourd'hui, plus qu'hier encore, peut-être, la question de la médiation culturelle est au cœur de nos problématiques de théâtre public. Et quels sont en général les parcours ou quels sont les profils que vous recherchez lorsque vous souhaitez employer ou étouffer votre équipe avec un médiateur culturel? Quel est le type de profil que vous recherchez, vous? Alors, en termes de parcours et de formation, ça peut être vraiment des parcours très différents. On est ouvert à des profils assez éclectiques. Moi, dans mon parcours, j'ai pu recruter des personnes qui venaient plutôt, qui étaient plutôt musiciens, par exemple, parce que j'ai travaillé dans un opéra juste avant, donc une appétence culturelle est essentielle. Donc, ça peut être des parcours en recherche, des parcours professionnalisants. Il y a des formations en fait au métier de la culture aujourd'hui, soit à l'université, soit sous forme d'IUP ou ensuite des écoles privées. Il y a énormément en fait de formations qui conduisent vers ces métiers-là. Donc, ce qu'on va chercher plutôt, c'est une qualité relationnelle en fait. Ce qu'on va essayer de deviner à travers le CV, c'est des expériences associatives, c'est une capacité à aller vers l'autre et à mobiliser des gens. Donc voilà, ça peut recouvrir vraiment des réalités différentes. Ce qui est sûr, c'est qu'un médiateur culturel, je n'ai pas encore complètement défini le terme, puisque ça peut s'intituler de manière très différente selon les théâtres, relations avec les publics, relations publiques, médiateur culturel, on vient de le dire. C'est d'abord des métiers de la rencontre, en fait, des métiers du relationnel, puisqu'il s'agit vraiment de faire le lien entre les spectateurs et une œuvre ou un artiste. Donc, c'est vraiment un rôle de médiateur, d'intermédiaire. Et est-ce qu'il existe, comme pour les autres métiers qu'on vient de découvrir avec Alain et Arthur, est-ce qu'il existe des contraintes liées à l'exercice du métier en termes de contraintes horaires, le week-end, le soir, etc.? Oui, alors effectivement, on est sur les mêmes réalités, même si on n'est pas sur le plateau et on est plutôt sur la partie publique dans d'autres espaces du théâtre. Néanmoins, il est nécessaire d'être relativement flexible dans son organisation professionnelle et en lien avec sa vie privée, puisque des permanences le soir, des permanences le week-end sont très régulières. Il s'agit en fait d'accompagner les publics jusqu'aux portes de la salle, mais parfois après, puisqu'on organise par exemple des bords plateaux, on organise des rencontres en fait. Donc voilà, c'est des métiers qui nécessitent une grande flexibilité, qui nécessitent aussi le permis.
un peu pragmatiques, mais c'est des métiers qui nous emmènent sur les routes, puisque selon le type de public qu'on travaille ou le type de territoire qu'on va travailler, on a par exemple à la Comédie un projet d'itinérance qui emmène les spectacles en région, en zone rurale. Il est nécessaire pour un rendez-vous de parfois faire 2 heures de route. Donc voilà, ça nécessite une certaine adaptabilité aussi. D'accord. Et votre équipe ne travaille que sur Reims centre ou agglo ou un peu sur les zones rurales? Non, tous les territoires, en fait, en vrai, il faut être partout, d'où la complexité de ce métier. Il faut aussi se donner des priorités, évidemment. Là, à la Comédie, donc, on est un des plus gros en termes de taille CDN de France. On est 42 permanents et dans l'équipe d'action culturelle et de développement des publics, puisque c'est son intitulé ici à Reims, on a 3 personnes en permanent temps plein et une personne en service civique chaque saison. Et qui sont répartis par territoire. Donc, une personne qui est dédiée vraiment à Reims, l'autre plutôt sur une couronne extérieure qui va être plutôt une couleur quartier et notamment quartier prioritaire. Et une 3e personne avec ce projet notamment d'itinérance que je citais qui sera sur les zones rurales. Mais chaque CDN a des réalités territoriales différentes. En fait, c'est sûr qu'un CDN en Île-de-France et un CDN à Vire en Normandie, ce sont des tailles de structures différentes et puis ce sont des réalités, encore une fois, à la fois de public et de territoire très différentes. Et est-ce qu'actuellement, vous recherchez des collaborateurs avec des profils médiation culturelle ou est-ce que vous recherchez, pareil, des profils plus techniques? Alors là, l'équipe est au complet, mais c'est vrai que, un peu comme pour la partie technique, le Covid a rebattu beaucoup les cartes et nous avons traversé une période de recrutement justement en action culturelle assez forte où on ne trouvait personne. Mon expérience, c'est que sur ces métiers-là, il y a quand même pas mal de turnover. Ce sont des métiers dans lesquels on reste peut-être 3-4 ans et ensuite pour évoluer, c'est souvent une mobilité qui vient après. On change de structure, on change peut-être de territoire aussi pour progresser, on va dire, et évoluer. Dans les strates, en strate de débutant, ça va être un poste d'attaché en relation avec les publics, ensuite chargé et après responsable. En acquis de compétences, on monte dans cet ordre-là, on va dire. Mais c'est vrai que le Covid a quand même pas mal bousculé les choses. C'était des métiers où on avait énormément de candidatures pour un poste. Là, les dernières années, c'était un petit peu moins vrai. Alors, est-ce que ça va revenir? Ça, l'avenir nous le dira, mais c'est des métiers où il y a beaucoup de candidats en général. Et si un jeune veut faire un stage de validation de projet ou même un demandeur d'emploi ou un salarié qui souhaite se reconvertir, grosso modo, quelqu'un qui veut valider un projet ou découvrir ce métier, est-ce que vous acceptez des périodes de stage, découverte métier ou voilà? Oui, bien sûr, ça fait partie, à mon sens en tout cas, de notre mission. On a quand même une mission de service public et l'accompagnement des jeunes, parce que ces métiers-là, c'est vrai de beaucoup de métiers dans le spectacle vivant, mais je crois que ça passe par le terrain, surtout sur des métiers qui sont les métiers de la rencontre et la réalité d'une visite pour des scolaires ou d'une médiation pour des personnes issues du secteur social ou médico-social, ça se traverse vraiment avec l'expérience et ça nécessite un accompagnement. Donc je pense que voilà, c'est notre mission aussi d'accompagner ces jeunes dans la compréhension de ce que c'est la réalité du métier et pour qu'ils puissent ensuite préciser leur projet professionnel. Donc oui, on accueille des stagiaires, il n'y a pas de nombre de semaines, on va dire, prédéfinies. Là, je suis en pleine période des stagiaires de 3e, mais je pense comme tout le monde. Mais on accueille des stages évidemment plus longs, puisque pour moi, évidemment, l'observation est très intéressante, mais à ses limites. Donc, plus le stage est long et plus la variété de la mission sera riche. Alors, on a des demandes, effectivement. Donc, vous êtes d'accord, Claire, pour qu'on puisse donner vos coordonnées mail aux auditeurs qui le souhaitent pour voir avec vous des périodes de stage. Ça peut être effectivement du public scolaire ou des jeunes, missions locales ou des demandeurs d'emploi ou tout public, quoi, pour découvrir ce métier. Très bien, je vous remercie beaucoup, Claire, pour votre intervention et votre éclairage sur le métier de la médiation culturelle. Merci à vous. Merci. Hop.
Donc, on vous donnera bien entendu les coordonnées mail de Arthur, de Claire, éventuellement de Alain Hoffman, si vous le souhaitez. On a vos adresses mail lors de l'inscription, on a tout ce qu'il faut. Donc, n'hésitez pas dans le chat à mettre un message si vous souhaitez avoir les coordonnées. J'ai vu pour Arthur, il y a eu pas mal de demandes. Donc, voilà, on fera le tri et courant d'ici la fin du mois, on vous enverra les adresses mail des intervenants si vous le souhaitez pour mettre en relation votre public pour des stages ou des offres d'emploi, s'il y a des offres d'emploi dans le métier du technique. Alors, vous aurez également toujours dans l'onglet sondage, vous avez un questionnaire pour évaluer la satisfaction de cet atelier. Donc, vous avez jusqu'à la fin de l'atelier pour répondre. Voilà. Donc, vous trouverez dans le support qui vous sera adressé les ressources qui complètent cet atelier. Vous avez Pôle emploi qui a un site qui permet de retrouver l'ensemble des ressources Pôle emploi. Également, le site de l'AFDAS. Alors, on ne va peut-être pas faire toutes les diapositives. Vous avez le site de la région avec le portail Orientest, avec l'agenda de l'orientation, l'annuaire des acteurs, Mon Orientest. Donc voilà, vous avez des outils mis à votre disposition sur le portail. Je défile. Et les prochains ateliers sectoriels que l'on vous propose sont pour le 15 novembre, H2, ça vous parle, les métiers de l'hydrogène. Le 29 novembre, les métiers du verre dans le cadre de l'année internationale du verre. Ce sera un focus sur les métiers du verre de l'industrie aux métiers d'art. Le 6 décembre, les métiers du transport fluvial. Le 7 février, les métiers du sport et animation avec un focus sur le métier de maître nageur et le métier d'animateur. Le 28 février, nous vous proposerons les métiers du thermalisme, du bien-être et du casino. J'en suis sûre que vous serez nombreux sur cet atelier. Alors, la région tient vraiment à remercier l'ensemble des participants, des partenaires et en particulier les professionnels que l'on vient d'entendre qui ont permis vraiment de construire et de proposer cet atelier sectoriel sur les métiers de la culture, car on sait leur temps est précieux et compté. Également, je tiens à remercier mes collègues de la région, back-office et Christelle à la technique. Merci aux auditeurs de votre participation, de votre présence, de vos questions. On fera un relevé de l'ensemble des questions et on s'assurera que vous avez eu chacun la réponse à la question que vous avez posée. Voilà, donc ce sera peut-être pas dans les 48 heures, mais d'ici une semaine, je pense qu'on pourra vraiment repointer toutes les questions et vous apporter des réponses. Merci encore et à bientôt, j'espère, pour d'autres actions de professionnalisation et d'autres ateliers sectoriels. Au revoir.